Bonjour à tous, les éditions techniques de l'ingénieur sont ravis de vous accueillir pour la web découverte 7e Académie. Excellence opérationnelle, changez vos pratiques et optimisez vos flux. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler que toutes les conférences en ligne sont enregistrées et disponibles ensuite gratuitement. Il suffit de vous rendre sur le site de Technique de l'ingénieur, cliquez sur l'onglet Magazine d'actualité, puis les conférences en ligne. Vous pourrez retrouver le replay de ce webinaire d'ici quelques jours. Aujourd'hui, en partenariat avec le CETIM, nous allons parler excellence opérationnelle, changer vos pratiques et optimiser vos flux. À l'heure de la digitalisation, les outils et les méthodes au service de l'ingénierie évoluent et permettent de mettre en place de nouvelles activités au sein de votre entreprise dans les phases de conception et d'industrialisation. Optimisez votre organisation pour être plus compétitif, tels sont les objectifs de cette présentation. Lors de cette intervention, nous vous présenterons les principes fondamentaux d'excellence opérationnelle via le Lean, le TIEDRE et des outils du Lean. À l'appui d'un retour d'expérience industrielle, nous partagerons les recommandations et précautions avant de s'engager dans une démarche d'excellence opérationnelle. En cette période inédite de confinement, cette conférence en ligne a pour objectif de développer ou approfondir vos connaissances techniques et industrielles. Elle est présentée par Geneviève Reynaud-Cléillet et Denis Matet, experts au CETIM. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser des questions et de nous remonter tout problème technique tout au long de la conférence depuis votre panneau de contrôle. N'hésitez pas, nous y répondrons à la fin. Monsieur Matet, je vous laisse la parole, c'est à vous. Très bien, merci. Merci et bonjour à tous. Donc, très heureux effectivement d'inaugurer ce premier web découverte sur l'excellence opérationnelle. Nous allons animer cette séance donc à deux voix. Geneviève Reynaud-Cléillet participera également à l'animation de cette séance et moi-même donc de Denis Matet. Donc Geneviève, si tu veux peut-être te présenter très rapidement avant de pouvoir enchaîner. Bonjour à tous, Geneviève Reynaud-Cléillet, je suis consultante formatrice au CETIM en excellence opérationnelle et en ligne. J'accompagne sur des démarches de progrès et d'amélioration continue des entreprises et sur des séminaires d'usines du futur. Très bien. Merci Geneviève. Denis Matet, je suis également consultant donc en organisation Lean Management et j'interviens dans le cadre de programmes donc industrie du futur sur des thématiques donc en lien avec l'excellence opérationnelle. Pour démarrer donc cette séance, je vous propose donc le déroulé suivant, donc 5 temps forts. Le premier donc permettant de faire un focus sur la démarche Lean avec un rappel des enjeux et puis des fondements. Je ferai un focus sur un retour d'expérience concernant une entreprise qui est spécialisée dans la formulation de résine époxy, donc formulation de ces résines, production, conditionnement de ces différents produits. Ensuite, nous reviendrons sur la démarche Lean telle qu'on peut la dérouler en entreprise. Et puis, nous terminerons sur un certain nombre de conditions de réussite et points de vigilance. Alors, vu au travers de l'expérience que l'on a pu accumuler tout au long de ces dernières années. Et puis, nous ouvrirons donc aux questions-réponses donc en fin de parcours. Donc, voilà. Nous serons heureux de pouvoir répondre aux questions que vous voudrez bien poser. Sans plus tarder, donc, je vais démarrer donc par le Lean. Alors, le Lean, on a tenté une définition. Alors, au sens premier du terme, Lean veut dire maigre, c'est-à-dire dépourvu de tout le surplus, de tout le gras qu'il peut y avoir, autour d'actions donc de transformation, autour d'actions ou d'activités donc à valeur ajoutée. Par activité à valeur ajoutée, on entend les activités que le client est prêt à payer. Et donc, quand on s'engage dans une démarche de type Lean, il y a 3 points, il y a 3 thématiques en fait qui sont importantes. La première qui consiste à dire il faut absolument donner du sens à l'ensemble des actions que l'on mène. Et pour ça, on va s'appuyer sur quelques référentiels. Nos référentiels, c'est d'une part la maison Lean, que nous aurons l'occasion de détailler un tout petit peu après. Et puis, c'est pareil, les 5 principes fondamentaux du Lean, que nous aurons également l'occasion
décrypter. Outre le fait effectivement de donner du sens à l'ensemble des actions que nous allons engager, le Lean est très souvent vu comme finalement le côté réducteur, c'est de le voir comme une boîte à outils. Alors, la boîte à outils avec tout un ensemble d'acronymes, nous en avons listé un certain nombre, il y en a bien d'autres. Pendant des années, pendant quelques années, on va dire, bien avant les années 2005, on a pu mener un certain nombre de chantiers complètement isolés, donc sur des chantiers qui visent à réduire ou améliorer le temps de changement de fabrication, qui visent à réduire les temps d'arrêt autres que les temps de changement de fabrication, donc sur des moyens de production, qui visent à améliorer, à définir les standards permettant de préciser les bonnes pratiques au niveau des postes de travail, donc sur un plan propreté et rangement. Bref, donc mettre en place une boucle Kanban sur une partie du processus de fabrication. Donc, il y a un certain nombre de méthodes et d'outils effectivement plutôt connus du grand public. C'est une chose. Maintenant, encore une fois, il faut être clair sur le point de départ. Et pourquoi on engage tel ou tel outil? C'est parce que à un moment donné, on a fait un état des lieux. On s'est appuyé encore une fois sur les fondamentaux du Lean et on a pu tracer une feuille de route qui nous amène à engager telle méthode et tel outil. Et puis le troisième point, non négligeable, très important et qui permet de verrouiller en fait l'ensemble des actions et déployer une démarche au sens large, c'est tout le volet managérial. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que au travers d'un certain nombre de rituels de management, de réunions parfois très courtes, et j'aurai l'occasion de les détailler un tout petit peu après, ça nous permet de vérifier que les bonnes pratiques sont appliquées, sont respectées, et si jamais il y a un écart, de revenir sur les causes de ces écarts et puis de corriger le tir. Donc voilà pour en introduction donc autour de ces trois thématiques. Il y a quelques années en arrière, on a tenté au sein de CETIM donc une définition au niveau du Lean. On l'avait défini comme un système de management permettant d'apporter l'autonomie au niveau d'une entreprise dans sa manière de traquer, enfin d'identifier et puis de traquer les gaspillages, et tout ça dans une vision pérenne aussi dans le temps. Premier point. Deuxième point, concernant le rappel des enjeux, on passe nos journées, donc, que ce soit dans l'entreprise ou en tant que consultant accompagnant, coachant les équipes, on accompagne les entreprises à identifier et traquer des gaspillages. Et ces gaspillages, donc, qui partent du moment où le client donc a passé commande à son fournisseur. Donc, entre le moment où on voit arriver une commande et le moment où on est capable d'encaisser le paiement, tout dépend de quel côté on se situe, soit la facture, soit le paiement, tout dépend de quel côté on se situe. Et donc, traquer, identifier tout au long des processus, que ce soit administratif ou de production, tous ces gaspillages, voilà, nous offre un terrain de jeu, on va dire, très à la fois intéressant et large. On nous pose souvent la question de dire à partir de quelles valeurs ou quels sont les indicateurs clés, quelles sont les valeurs significatives, qu'est-ce qui montre que finalement une démarche a progressé. Alors, par rapport à ça, on a au fil des années, nous avons travaillé, nous aidons à mettre en place donc des indicateurs à la fois de résultats, mais aussi de processus qui nous permettent de dire, en termes de non-conformité, voilà, on peut obtenir une réduction d'un certain pourcentage. Bon, alors exprimé en ppm, en pourcentage par million pour certains, exprimé en pourcentage pur pour d'autres. Je dirais que au travers des principaux indicateurs qui sont listés dans ce diaporama, concernant le taux de service, concernant le temps de traversée des produits, la réduction du niveau des stocks et autres, on a des valeurs qui sont certes qui peuvent être très intéressantes. Maintenant, c'est le croisement de ces informations. Un taux de service couplé avec un niveau de stock est toujours très intéressant. De prendre un taux de service tout seul dans son coin, ça n'a pas forcément de sens. Et puis tout dépend également du niveau de maturité, du
niveau de départ en fait de chacune des entreprises. L'important c'est d'évaluer en fait la progression que l'on peut avoir à partir du moment où on démarre on enclenche une démarche. Ça c'était pour le deuxième point donc en introduction. Alors pour illustrer et donner un peu de concret à tous ces éléments-là, je vous propose donc d'évoquer un exemple industriel concernant donc une entreprise spécialisée dans la mise au point de résine époxy. Donc, ce sont des chimistes qui travaillent en amont, qui travaillent sur la formulation de ces différentes résines. Et puis, une fois sortis du labo, donc, il y a une mise en production qui est faite. Il y a un conditionnement et puis une préparation des commandes et une expédition. Donc, avec des produits qui sont présentés sous forme de granulés et qui sont vendus donc sous différents types de formats et de conditionnement. Donc, pour des applications qui permettent de travailler les coques de bateaux, des éléments des jupes, par exemple, de voitures de Formule 1, par exemple, ou des éléments d'ailes d'avion. Donc, il y a un certain nombre d'applications. Une des dernières étant aussi le fait de préparer cette poudre et de la mettre en forme par des utilisateurs, autres que l'entreprise en question, pour fabriquer, par exemple, du côté d'Abu Dhabi, la toiture d'une gare ferroviaire. Voilà. Donc, en termes d'application, des secteurs d'activité donc relativement larges. Cette entreprise, donc, on est intervenu il y a quelques années en arrière, puisque ça remonte à la période 2012. Je trouve que c'était assez symptomatique. Donc, le projet s'est déroulé sur 2 ans. On était dans le cadre d'un accompagnement régional. Une dizaine d'entreprises participaient à ce groupe à cette action collective régionale. Et bon, vous voyez apparaître les chiffres d'affaires donc de cette entreprise. Ce qui est intéressant de le voir, c'est que à la sortie au fait de cet accompagnement qui s'est encore une fois étalé sur 24 mois, il y a eu une progression assez significative à la fois du chiffre, ça veut dire que les conditions d'organisation, ça veut dire que les bonnes pratiques installées tout au long du processus ou de la chaîne de valeur ont permis justement cet accroissement d'activité et ont permis donc à cette entreprise de se développer dans de bonnes conditions ou tout du moins dans de très bonnes conditions par rapport à d'autres cas de figure. Lorsque nous avons démarré, l'entreprise avait déjà dans l'idée de construire donc une extension de bâtiment, donc de rajouter 2600 mètres carrés aux 3700 existants. Donc, vous voyez une photo aérienne avec de l'espace tout autour des bâtiments, permettant donc la circulation des camions donc, au niveau des réceptions et expéditions. Alors, dans la manière de faire, il y a eu un état des lieux donc, dès le départ. Alors, état des lieux qui s'est fait donc, avec les différents groupes de travail en interne. État des lieux, mais juste avant l'état des lieux, il y a une formation en fait, donc, au Lean. Quels sont les principes, il y a tout un tas d'acronymes hein, en fait, sur ce sujet-là. Il y a tout un tas de définitions qu'il est important de préciser avant de s'engager dans une démarche. Et donc, il y a eu différents séminaires qui ont permis de diffuser, de faire passer un certain nombre de messages et de décoder, de décrypter donc, les différents termes utilisés. Donc, tout le personnel a suivi ces formations, ces sensibilisations au Lean. Et puis derrière, on a encore une fois par petits groupes travaillé sur l'établissement on a posé à plat le flux de valeur. La chaîne de valeur a été tracée, a été caractérisée. Et puis derrière, on en a déduit donc les points durs dans cette chaîne de valeur. De ces points durs, on les a traduits en axes de progrès et puis en actions concrètes. Donc, il y a des plans d'action qui ont été déroulés.
Et tout ça s'est fait au travers d'une feuille de route, alors qui dans le jargon s'appelle un document A3 parce qu'il a bien le format A3 pour être imprimé. Et puis de ce format A3, on en a déduit un certain nombre de chantiers de progrès. On a travaillé, alors vous avez un exemple de chaîne de valeur qui est juste en bas du diaporama. Il y a un fournisseur alors un extrait de la chaîne de valeur. Hein. Vous avez les fournisseurs tout à fait à gauche. On a des équipements de type étuve qui nous permet de chauffer donc la résine. Ensuite, au niveau de la fabrication, on a des réacteurs, des mélangeurs, des grosses cuves dans lesquelles on fait les cuisines. On mélange, on malaxe en fait les différentes poudres et les différents ingrédients. Il y a un conditionnement donc en pot, en container de différentes capacités. Il y a un stockage donc dans un magasin qui est attenant et puis derrière une préparation des commandes et une expédition. Et donc on a commencé au tout début, quand on a tracé le flux de valeur, il y a plusieurs points qui étaient marquants, mais notamment une perte de temps énorme au niveau de la préparation de commandes, donc quelque part en fin de flux de valeur. Donc on est là aussi presque au plus près du client. Et on s'est dit, les équipes ont décidé de travailler sur une optimisation de l'organisation permettant de préparer ces commandes, à la fois des commandes qui sont pour le secteur France et des commandes qui étaient pour le secteur export, puisqu'il y avait une part export très importante. Ce que j'ai oublié de préciser, c'est que d'entrée de jeu, cette entreprise donc, avait une croissance d'activité qui était annoncée à plus 30%. Un service client, on voit un taux de service mesuré de 65% au départ. Un stock de matière en sortie de fabrication, on se retrouve avec des éléments plutôt pâteux ou granuleux qui doivent être conditionnés. On a un stock de vrac qui était de l'ordre qui représentait à peu près 2 mois et demi de consommation. Donc là, c'est pareil, quelque chose sur lequel il y avait aussi à porter un effort. Et puis globalement, au sein de cette structure de 45 personnes, une culture de l'amélioration continue qui était assez faible. Et donc, au sortir de ces 2 ans, un certain nombre de chantiers ont été engagés, visant l'aménagement et la préparation des postes, visant la définition de temps opératoire et des standards en fabrication, visant l'implémentation de rituels de management. Et ça nous a permis, à l'entreprise d'améliorer son taux de productivité de 15 points, de réduire son stock de vrac entre la fabrication et le conditionnement de 30%, et puis d'améliorer, de rationaliser en fait les différents contenants. Donc on avait tout un tas de containers, donc des pots de 1 litre, de 3 litres, de 5 litres, de 20 et de 30 et bien d'autres. Donc, de rationaliser en fait ces différents conditionnements de l'ordre de 40%. Voilà. Donc, en termes de quelques images qui permettent d'illustrer la chose, donc dans cette zone de préparation de commande, donc vous avez une photo donc quasiment en plein milieu. Donc, il y a un début et un juste après, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur la photo définitive. Donc, pour l'après, dans la colonne, dans le petit silo zone préparation de commande. Donc, il y avait un vrac, il y avait la photo de départ donc montre un peu l'exiguïté de cette zone-là. Et derrière, donc le groupe de travail avait défini un établi bien particulier avec un aménagement du poste pour pouvoir découper des éléments. Ils ont pas mal de tissus qui sont vendus avec ces résines époxy pour des tissus pré-imprégnés. Et donc, ces tissus sont de la matière qu'ils achètent. Ils les redécoupent en morceaux ou en bandes et puis ils expédient en fait ces éléments de bandes pré-imprégnés avec les résines donc auprès des clients. Donc, il y a pas mal d'opérations de coupe, de découpe. Et donc, ils avaient besoin d'une table de travail et puis de l'aménagement de cette table pour opérer. La zone n'est pas complètement terminée sur la photo. Bien après, il y a eu d'autres photos qui ont permis de montrer un dégagement complet autour du RIA ici, et puis des cartons qui ont disparu de la zone. Au niveau de la zone d'expédition, 2 types d'expéditions particulières donc, par jour, avec 2 types de transporteurs, donc une délimitation des zones.
Et puis sur la zone de non-conformité, un vrac, un flou, un non-traitement, ces non-conformités donc avant. Et puis du coup après, mise en place, c'est un traitement beaucoup plus systématique. Au niveau du magasin en tant que tel, donc une surface relativement importante de stockage donc de différents composants et de différentes matières, sur lequel donc il y a eu une grosse réflexion pour implémenter et organiser, ranger en fait les références dans un ordre qui facilite la tournée des préparateurs de commandes, donc qui du coup ont passé beaucoup moins de temps à organiser cette tournée et donc récupérer les produits, classer par rapport à une allée qui se trouve en amont des racks, l'allée de distribution principale. Par rapport à cette allée de distribution, on a positionné les produits par rapport à par rapport à une fréquence de sortie importante. Et progressivement, plus on s'éloignait de cette allée de circulation principale, plus les produits, donc moins les produits tournaient au fur et à mesure que l'on s'éloignait de l'allée principale. Ça, c'est pour le physique, c'est pour les premières étapes qui ont permis de fédérer en fait les équipes, de montrer que on est capable de faire progresser en fait l'aménagement des postes de travail par petits groupes. Les gens se sont pris au jeu et ont avancé. En deuxième étape, on a instauré un premier rituel de management, donc la réunion 5 minutes au niveau des expéditions qui se fait donc alors en début d'équipe au départ, dont l'objectif était de voir comment s'était passé le travail de la journée d'avant, de mesurer les ennuis, les difficultés qui avaient été rencontrées et de se dire, ben, OK, pour le lendemain, comment est-ce que je corrige le tir, comment est-ce que j'essaie de rattraper le retard et comment je progresse pour répondre et livrer toutes les commandes clients. Ce tableau a été mis en place donc de façon très simple au départ, donc dans une approche sécurité, coût délai, qualité. Des éléments ont été rajoutés, donc les indicateurs au départ étaient rafraîchis et c'était difficile d'avoir un rafraîchissement des indicateurs par jour. Donc on avait par chance le pilote ligne était l'homme informatique de la boutique, donc très rapidement il nous a permis de faire remonter en fait ces indicateurs et permettre surtout aux équipes des expéditions de savoir par exemple le nombre de commandes expédiées par jour, d'avoir un taux de service qui soit connu avant de démarrer le rituel de management de manière quotidienne et puis de fixer les objectifs qui allaient bien. De jouer avec des petites magnettes, donc ça c'est plutôt classique. On le voit dans un certain nombre d'endroits. Et sur la partie droite, au niveau des arrivages, ça c'est une colonne qui avait été rajoutée, tout simplement pour préciser, donner une idée de la charge au niveau du magasinier, puisqu'il recevait des composants ou des matières qui viennent de l'extérieur, qui sont retravaillés, découpés, je parlais des tissus préimprégnés, et qui sont ensuite réagrégés avec la commande, avec un pot ou différents contenants de résine pour repartir chez le client. Donc ça, c'est pour le volet managérial. On en a profité aussi pour initier, faire remonter en fait les anomalies que les opérateurs rencontraient sur les postes, donc avec un premier paperboard voilà, qui est pas très beau en première approche, mais qui avait au moins le mérite de dire les gens viennent s'exprimer sur les tableaux, viennent faire part de leur doléance. On les a assez rapidement incités à noter les points faibles. On les a au départ aidés à réfléchir à la cause qui faisait qu'il y avait un problème, et puis travailler aussi sur la solution avec leur manager et orienté vers qui fait quoi pour quand, donc sur un tableau relativement simple avec une mise à jour régulière. Donc ça a pris assez rapidement, et derrière on s'est assuré que les ressources, que ce soit en termes de maintenance, en termes de qualité, en termes d'informatique, étaient là pour justement aider à résoudre les problèmes qui avaient été remontés par le terrain. En termes de rituel,
un point qu'on retrouve assez couramment, même très souvent dans les démarches. Alors, les rituels, il y a différents types de rituels. L'avantage, c'est de pouvoir remonter, on part du terrain, on fait remonter les informations, on traite ceux qui sont à la maille des opérateurs, de manière continue et assez rapide. Et puis, au fur et à mesure, et suivant la nature des problèmes, bah, après, on peut faire remonter au manager intermédiaire ou dans les étages au niveau de la hiérarchie en termes de responsable de production, directeur industriel, voire direction tout court. Et donc, par cette cascade en fait, de rituels, ça permet de résoudre l'ensemble des problèmes, à la fois à la montée et à la redescente, et d'échanger les informations. En termes de rituels, on parle aussi souvent d'animation à intervalles courts, avec des noms, les top 5, les top 30, les top 60, suivant la maille et la fréquence utilisée ou définie. D'autres outils ont été mis en place, donc grâce à l'informatique, des outils de planification des préparations ont été tracés, définis. Ce qui permettait donc aux opérateurs de pouvoir estimer pour chacune des commandes. L'idée, c'était de pouvoir estimer le temps à passer sur ces commandes-là et d'affecter ces commandes donc, aux 5-6 préparateurs disponibles. Et d'opérer un suivi des préparations, puisque eux déclaraient leur temps. À chaque fois qu'ils avaient travaillé sur une commande, voilà, ils déclaraient un top de fin. Et donc, ça permettait d'enrichir le système et d'avoir un suivi correct. Un planning d'utilisation des différents équipements de production a été mis en place aussi concernant les équipements lourds, donc, tels que les étuves, tels que les réacteurs, les mélangeurs, et puis les différents pods de conditionnement qui mobilisaient effectivement à la fois du matériel et puis du personnel. Et on termine, puisqu'on était donc en fin de... quand on a avancé, donc plusieurs chantiers ont été mis en place. On a pu enclencher différents groupes de travail. On réfléchit sur l'aménagement précis des différents postes dans le nouvel atelier, avec des équipements. Vous le voyez en bas à gauche, il y avait un gros réacteur qui a été installé à l'extérieur, celui que l'on voit en position centrale. Tout un magasin au niveau du conditionnement installé. Et puis côté production, voilà ce que ça a donné. On avait de la place libre au niveau des locaux et progressivement ça s'est rempli, ça s'est aménagé. Et donc l'aménagement a fait l'objet d'un certain nombre de réflexions et d'implications au niveau du personnel. Ils ont tous vraiment très bien joué le jeu, progressivement et secteur par secteur. Voilà ce que l'on peut dire pour cet exemple-là. Encore une fois, une implication qui s'est faite au fil du temps, et puis des gens qui ont très bien participé, qui ont apporté leur pierre à l'édifice, qui ont pris à bras-le-corps, ils ont su, groupe par groupe, trouver le consensus qui allait bien pour définir les bonnes pratiques. Donc, les fameux standards dont on parle très souvent ont été formalisés, décidés en groupe, affichés, partagés. Et quand l'un ou l'autre dans les différents secteurs, que ce soit en préparation de commande, conditionnement ou production, si l'un ou l'autre avait une bonne idée, émettait une bonne idée, elle était partagée avec le groupe. Et éventuellement, ils étaient en capacité, alors pas tout de suite, hein, il a fallu un peu de temps, mais on va dire qu'au bout d'un an et demi, ils ont été en capacité à faire évoluer leurs standards dans leurs différents secteurs. Voilà. Après cet exemple-là, je vous propose de faire un point sur la démarche. Geneviève. Oui. Alors, on peut passer à celui d'après. On va vous parler de la démarche des fondamentaux. Donc là, sur ce diaporama, vous voyez la maison Toyota, qui a été fondée par Toyota, qu'on appelle donc le système de production de Toyota, le TPS. C'est une maison sur laquelle toutes les démarches Lean, elles se basent. C'est-à-dire qu'on va essayer de satisfaire le client. Donc l'objectif, c'est la construction de cette maison et donc
ce toit-là qui est marqué en vert. On va d'abord commencer comme une maison par les fondations. Donc, c'est le rectangle que vous voyez en orange. On va essayer de faire des sondations solides de manière à ce que la maison elle soit stable. D'abord, on va travailler sur la variabilité des processus. Donc, c'est tout ce qu'on appelle les processus stables et standardisés. Et dans un premier lieu, on va travailler à travers ce qu'on appelle les 4 M. Donc, les 4 M, c'est la matière, la méthode, les hommes et les machines. On va faire en sorte que la production, elle soit le plus stable possible. Donc, tout ce qui est, par exemple, matière, c'est tout ce qui est toutes les problématiques qu'on rencontre en industrie, le manque d'approvisionnement des matières, le manque de composants, s'il y a des problèmes de délai d'approvisionnement qui sont fluctuants, donc qui va créer des arrêts en chaîne de production. Tout ça, ça va créer de l'instabilité et donc on va travailler d'abord sur cette partie de stabilité. Ensuite, sur les méthodes. Donc les méthodes, c'est tout ce qui est procédé de fabrication. Donc là, on va mettre en place des bonnes pratiques, ce qu'on appelle les standards, de manière à ce qu'on n'ait pas d'instabilité des modes opératoires, par exemple, et qu'on gomme toute la variabilité qu'on peut trouver en production. Tout ce qui est hommes et compétences, c'est former les hommes de manière à ce qu'on n'ait pas de trou parce que voilà, les personnes elles sont pas fermées, et aussi faire en sorte que les personnes elles soient présentes. Donc c'est tout ce qui va être planification. Et le 4e M, ça va être les machines. Donc là, on va faire en sorte de réduire les temps d'arrêt des machines. Donc on va travailler sur la maintenance, sur toutes les problématiques liées aux machines, de manière à ce que les machines elles soient entièrement disponibles pour travailler. Donc, dans un premier temps, on va travailler sur la stabilité de tous les processus. On entend souvent parler de termes de standards. Voilà. Ensuite, vous voyez, on va parler d'une organisation qui est basée sur la résolution de problèmes. En fait, on va apprendre aux équipes à voir et à traiter les problèmes. Donc là, vous avez vu dans l'exemple, on a vu du management visuel, des routines managériales, on a parlé d'AIC, de top 5, de tableaux de management visuel, d'indicateurs. Ça va être une matérialisation de comment on voit les problèmes, comment on sait que la production elle avance, qu'on est toujours en train de s'améliorer. Donc l'objectif de ce SOC, ça va être de faire en sorte qu'on soit toujours dans un processus d'amélioration constante, qu'on s'améliore toujours, et que les équipes, elles intègrent cet esprit qu'on appelle l'esprit Kaizen en ligne d'amélioration constante. Ensuite, on va construire un premier pilier, qui est le pilier qui est à droite, qui est le pilier de la qualité. Vous voyez, c'est marqué, on va garantir la qualité à chaque étape de la production. Donc, on va faire en sorte de faire bon du premier coup. L'objectif, c'est de viser la satisfaction des clients, mais la satisfaction 100%. Donc, on va viser le 0 défaut. C'est-à-dire que si on a un souci qualité sur un poste, on va faire en sorte de ne pas le passer au poste suivant. On ne va pas attendre de faire un contrôle final pour savoir qu'il y a eu un défaut au cours de la production. On va faire en sorte de voir au fur et à mesure où se passent les défauts. Si on a une non-conformité, peut-être qu'on ne peut pas la résoudre tout de suite, mais dans ce cas-là, on va faire en sorte de traiter la non-conformité, et ça à travers tout le SOC qui a été basé sur la résolution de problèmes. Donc là, à travers des routines de résolution de problèmes, comme on parle de QRQC, ou à travers voilà, un chantier particulier sur le problème ou la non-conformité qu'on a trouvé. Voilà. Ensuite, on va j'ai envie de dire, pour travailler sur ce pilier de la qualité, on le verra après, l'objectif, c'est toujours de travailler sur la réduction des gaspillages et de supprimer la non-qualité à la source. Ensuite, on pourra travailler sur le deuxième pilier qui s'appelle le pilier du juste à temps. C'est produire juste ce qu'il faut et quand il faut. Ça consiste à travailler sur les flux pour réduire les niveaux d'inventaire, les niveaux de stock, permettre de l'espace, etc. On va pouvoir, on va pouvoir accélérer la production une fois que la qualité elle sera bonne.
Donc, le pilier du juste à temps, il se base sur tout le pilier des standards, de la résolution de problèmes et de la qualité. Voilà. Donc, l'objectif, c'est la satisfaction client. Ensuite, on va pouvoir construire ce toit. C'est pour vous dire tout ça qu'on a plein d'outils dont on entend parler, mais tous ces outils, ils ont un sens. Comme Denis vous l'a dit tout à l'heure, ils ont un sens et ils ont un objectif principal, c'est la satisfaction du client. Le point de départ de tout ça, ça va être d'abord la culture d'entreprise. Comme la maison, quoi, c'est avoir un bon terreau pour construire sa maison. Donc, tout ça, il va falloir construire une culture d'entreprise, donc une culture de l'amélioration à travers chaque individu et le collectif, comment faire en sorte de s'améliorer chaque jour. Donc, ces démarches-là, elles prennent du temps, elles prennent en général 1 à 3 ans avant de construire toute cette démarche-là. Voilà, on peut passer après. Alors, le Lean, il y a 4, on va dire, 4 principes fondamentaux que vous trouvez sur ce slide. On va vous les décrire après. Le premier, donc, c'est de définir ce qu'elle est la valeur du point de vue du client. C'est-à-dire qu'il faut écouter la voix du client, quel est son besoin, définir son besoin. Ce principe, il se réfère directement à la valeur qui est perçue par le client. Là, vous voyez par exemple des valeurs pour le fabricant et pour le client. Peut-être qu'il y a des valeurs qui sont importantes pour le client, mais qu'on ne perçoit pas. Par exemple, la propriété d'une pièce, peut-être que pour lui c'est important, mais que nous, pour créer une pièce, on pensait que c'était de la conformité dimensionnelle, un état de surface, une matière. Lui, il a des exigences de propreté. En tant que fabricant, il va falloir qu'on adapte notre production sur les exigences et la valeur qui est perçue par le client. Voilà. Donc, pour ça, ce qui est important, c'est d'écouter son client et de connaître sa valeur. Donc, il faut toujours rester dans l'écoute et la relation avec le client. Le deuxième grand principe, il introduit, donc c'est l'identification de la chaîne de valeur de l'entreprise. Alors lui, il introduit la notion de flux de valeur, de chaîne de valeur. On l'a vu tout à l'heure dans l'exemple. Ici, vous avez ce qu'on appelle une VSM, une cartographie du flux de valeur, qui va permettre d'avoir une vision du processus global de l'entreprise. Elle va permettre une vision synthétique de ce qui se passe dans votre entreprise et de tous les flux entrants, sortants, les flux logistiques, les flux physiques, les flux d'information. Donc là, par exemple, on voit le client, on voit une flèche rouge qui vient. Donc là, on a une demande de notre client qui va venir dans notre usine. Nous, après ça, une fois qu'on a une demande, on va devoir faire des commandes d'approvisionnement, des commandes de matières à nos fournisseurs, etc. Ensuite, on va avoir des livraisons. Donc là, vous voyez un petit camion qui descend. Et ensuite, vous voyez l'usine qui est tout en bleu. Et là, il y a différents carrés qui vont représenter quelles sont les étapes nécessaires pour créer notre produit. Donc, par exemple, de la découpe, du pliage, assemblage, dégraissage, emballage. Donc là, ça va dépendre de notre entreprise. Et donc, à chaque étape, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, par exemple, pour tel poste, pour telle opération, qu'est-ce qui est important? Quels indicateurs sont importants? Est-ce que pour telle machine, est-ce qu'on va mettre quel temps de cycle on va mettre? Combien de personnes vont être affectées à la machine? Combien de machines on va avoir pour ce poste-là? Combien de non-conformités? Quelle taille de lot? Le temps d'arrêt? On va mettre tous les indicateurs sur chaque machine. Ensuite, entre deux machines, on va avoir une production qui est produite. Donc, il va avoir du stock, c'est ce qui est symbolisé par les petits triangles avec le S à l'intérieur. Et comme ça, tout au long de la chaîne de production jusqu'à la livraison chez le client. Quelque part, on va mettre une photographie de ce qui se passe dans l'entreprise avec tous les indicateurs qui vont bien pour savoir où est-ce qu'on en est.
Cette cartographie, elle est très importante parce qu'elle va permettre à tous les acteurs de votre entreprise, donc à la fois les assistants des ventes, la production, la logistique, la qualité, d'avoir une photographie et des mesures de ce qui se passe réellement. Et on va savoir où est-ce qu'il y a des problèmes, etc. Ça va vous permettre aussi de dire là, il y a des problèmes et qu'est-ce que je vais faire plus tard. Là, c'est ma VSM, ma cartographie actuelle. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire plus tard pour faire en sorte de résoudre les points de blocage de mon entreprise. Voilà. Et ensuite, je passe au flux. Denis. Oui, je reprends la main sur la partie flux. L'idée, c'est de… Alors, vous avez une explication effectivement de la chaîne de valeur, du fait qu'on a un flux de matière donc, qui se transforme au fil du temps. Et donc, prenant la matière donc, très en amont, on va essayer de la transformer le plus longtemps possible. Alors, on oppose souvent en fait des organisations qui sont matérialisées par les deux petits schémas, où on a par exemple les 3 postes avec des niveaux de performance qui sont différents les uns des autres. On peut avoir un niveau de productivité peut-être intéressant sur chacun des postes. Par contre, aucune vision du flux dans sa globalité. On a un temps de traversée qui va être finalement très important parce que alors, chacun va travailler le poste A, le poste B, le poste C de manière non synchrone, très optimisé certainement de manière isolée. Par contre, un produit qui va être fabriqué sur le poste A en premier lieu, puis B et puis C, va mettre énormément de temps donc à sortir de l'atelier et donc basculer soit sur un autre atelier ou tout simplement être expédié chez le client. Donc en fait, par rapport à ces notions-là, on tend vers un travail donc il y a un travail où on essaie de pousser vers le one piece flow, enfin vers le flux pièce à pièce. Et quand on arrive à matérialiser ce fonctionnement-là, ça veut dire que géographiquement, on arrive à rapprocher en fait les postes de travail, à enchaîner les opérations de transformation donc d'un poste à l'autre. Quand on tend vers le flux pièce à pièce, alors après ça veut dire que globalement, on part d'une taille de lot et cette taille de lot, on essaie de la minimiser le plus possible pour pouvoir accélérer le flux en étant sur du quasi unitaire. Donc on est très souvent confronté à à cette problématique et au fait de vouloir mettre en place, par exemple, sur une ligne d'assemblage, une organisation qui tend vers le schéma qui est sur la droite. Pour cela, il y a un indicateur phare que l'on mesure qui s'appelle donc le tact time, donc qui est tout simplement une division d'un temps de travail disponible par rapport à une demande client. J'ai une centaine d'heures pour faire une demande client qui est de 10 pièces. Ça veut dire que toutes les 10 heures, je dois sortir une pièce. En connaissant par une simple division, avec un temps de travail qui permet de ne retenir le temps effectif de travail sur un poste, enfin peu importe, le temps de travail disponible sur une installation, sur une organisation, sur un atelier, sur une usine, ça permet de caler l'organisation indépendamment sur les différents postes pour respecter ce rythme et faire face et répondre dans les meilleures conditions donc à la demande client. Donc on essaye de pousser les flux ou d'avoir un fonctionnement en flux continu le plus longtemps possible. Et puis quand on a une déconnexion, quand on a des postes de travail qui ne fonctionnent pas au même rythme, à ce moment-là, on peut être amené à tirer les flux. Tirer les flux, ça veut dire qu'effectivement, par rapport à des demandes clients, je reçois ces commandes clients, je vais décrémenter un niveau de stock de produits finis, passant en dessous certainement d'un point de seuil qui va me permettre de dire attention, il faut que je demande au poste amont de bien vouloir refabriquer des pièces de façon à ce qu'il me les renvoie et que je reconstitue mon stock. Et de proche en proche, on peut remonter de manière un peu théorique, je vous l'accorde, donc les différents niveaux, les différents ateliers au sein d'une entreprise, voire même éventuellement de pousser donc ce mode de fonctionnement en flux tiré auprès des fournisseurs, donc de sortir de l'enceinte de l'entreprise pour
pour avoir une livraison au plus juste de la matière dont on a besoin. Donc, et en permanence, on jongle entre des modes d'organisation sur un flux de valeur. On peut avoir à mixer à la fois donc, des travaux, des produits qui sont en travail à la commande, et puis des produits que l'on doit gérer sur stock. Et donc, comment adapter, caler nos organisations pour que chaque maillon de cette chaîne de valeur fonctionne au mieux. Donc ça, c'est un point. Et puis quand on arrive, on était vigilant sur les attentes qu'attendaient en fait nos clients. On a identifié la chaîne de valeur et donc on a vérifié où étaient les gaspillages. On a calé nos flux, donc suivant ces deux principes-là. Et puis on repart pour un tour, c'est-à-dire que le dernier point, c'est de s'améliorer sans cesse. Globalement, on repart sur les attentes clients pour voir si elles ont à nouveau changé ou pas, si les valeurs attendues par le client donc, sont en décalage. Est-ce qu'on a perçu, est-ce que nos petits signaux faibles nous ont fait dire que il y a un problème de disponibilité ou de service qui est attendu par le client et que je n'ai pas fourni pour l'instant. Donc, comment je dois adapter mon organisation, peut-être mes technologies, la capacité ou la disponibilité des hommes pour répondre à cette nouvelle valeur attendue par le client. Ça m'oblige à modifier ma chaîne de valeur et puis à retravailler mes flux et je repars pour un tour. Voilà. On va enchaîner avec la notion on parle beaucoup de gaspillage tout au long de chaîne de valeur. On l'a fait jusqu'à maintenant. Donc sur cette diapo, on a globalement le monde est séparé en deux grandes parties. Donc, il y a les opérations de transformation. Je perce un trou, je poinçonne par rapport à un élément de tôle ou j'usine une pièce. Je pars d'un brut, j'ai une pièce usinée finie. Donc, j'ai apporté de la transformation et donc une certaine valeur ajoutée qui est reconnue par mon client et donc qui est capable d'acheter ce produit fini. De l'autre côté, j'ai les opérations à non-valeur ajoutée, alors, qui elles se séparent en deux mondes. Il y a les opérations à non-valeur ajoutée non nécessaires. Pour les illustrer, il y a quelques années, j'ai visité un atelier avec un robot de soudage. Donc, la cellule du robot de soudage est encrassée et il ne permettait pas de faire une soudure correcte au niveau des pièces. Donc, il y avait des gratons de soudure en fait qui étaient générés sur la pièce et l'opérateur, après avoir fait une sensibilisation donc auprès des opérateurs, je m'approche près de l'un d'eux et l'opérateur en question, je lui pose la question justement sur les notions de valeur ajoutée ou non valeur ajoutée. Il me dit, moi je suis persuadé, avec mon burin, j'ai éliminer les gratons de soudure, je fournis un produit qui intéresse mon client. Simplement pour dire, il n'était pas du tout dans le vrai, mais voilà, c'est son sentiment, son ressenti qui était là. Et dans nos ateliers, il y a un certain nombre d'opérations de ce type-là, donc il faut vraiment identifier et traquer le plus possible pour permettre de faire, encore une fois, comme le disait Geneviève tout à l'heure, on essaye de faire bon du premier coup. Par contre, à l'opposé, ou juste à côté, on a toujours aussi une autre famille d'opérations à non-valeur ajoutée, cette fois-ci nécessaires, c'est-à-dire qu'on va toujours transférer des pièces ou transporter des pièces d'un poste à un autre. On va toujours stocker des pièces. Simplement, on va viser à réduire le plus possible en fait, toutes ces opérations que le client n'est pas prêt à payer. Et donc là, globalement, entre ces deux mondes, le paquet rose, la somme des opérations à non-valeur ajoutée représente un ensemble de petits chantiers de progrès que l'on peut mener donc dans les ateliers. Il y a vraiment gros à gagner au niveau de cette partie-là. Et puis quand on a, imaginons que l'on ait fait le tour de l'ensemble des opérations non valeur ajoutée, à ce moment-là, on peut effectivement se poser la question de dire est-ce que mes technologies, est-ce que tous les moyens dont je dispose sur ma chaîne de valeur, est-ce qu'ils sont vraiment adaptés? Est-ce que j'ai pas intérêt à investir, à moderniser mon outil de production? Donc ça, c'est pour le décryptage donc, des opérations et à valeur ajoutée et à non-valeur ajoutée. Geneviève, je te laisse la main sur les gaspillages. Alors, on parle de 7 plus 1 gaspillage. Donc, vous avez vu, donc les gaspillages, c'est tout ce qui est à non-valeur ajoutée. Le premier, ça va être la surproduction.
c'est tout ce qu'on produit en plus que le besoin du client. On a tendance à faire fonctionner les machines à 100%, mais peut-être qu'il n'y a pas besoin et que le client il n'a pas besoin d'autant de pièces. Ou alors on va produire, par exemple, avant qu'on ait une commande. C'est tout ce qui est du gaspillage de la surproduction. Le deuxième, c'est les stocks. Donc, en général, les deux, ils vont ensemble. Les stocks, on considère que c'est du capital immobilisé, de l'argent immobilisé, de la trésorerie, souvent causé par de la surproduction ou une mauvaise planification. Donc, il va y avoir tout ce qui est des stocks morts ou des dossiers en attente, par exemple, tout ce qui est caché. Et tout ça, il va falloir le réduire. Donc, on le réduit pas forcément au minimum, un peu de stock, mais on va travailler là-dessus. Ensuite, il y a tout ce qui est des attentes. Les attentes, c'est par exemple du personnel qui attend entre deux tâches, entre deux étapes, ou une personne qui est inactive pendant que la machine elle tourne, qui attend, ou pendant que la machine elle est en panne. Ou par exemple, si on attend un rendez-vous, quelqu'un qui est en retard. Ça, c'est du temps perdu, c'est du gaspillage. Le quatrième, c'est tout ce qui est usinage inutile ou mal fait. C'est tout ce qui est traitement inutile. Alors, c'est des contrôles qu'on va faire ou qui sont en plus, qu'on n'aurait pas besoin de faire si l'usinage était correctement fait dès le premier coup. Ou par exemple, si on met trop d'emballage. Voilà, c'est des tâches qui sont réalisées pour rien. Les manutentions, ça c'est souvent le cas. C'est tout ce qui est des transports et des déplacements inutiles. On fait des voyages à vide. Alors tout ce qui est par exemple papier, on va faire des doubles signatures, des allers-retours de papier administratif. Voilà, ça peut être du transport, j'ai envie de dire, de physique ou d'information. Après, si on déplace des composants, qu'on va chercher des matières, en fait, ça apporte aucune valeur ajoutée à votre produit final. On va déplacer le produit, mais pour autant, ça ne va rien lui apporter. Ça n'a aucune valeur pour le client. Le 6, c'est les gestes inutiles. Donc ça va concerner les personnes. Un technicien qui va, par exemple, chercher son outillage ou qui a des mauvais rangements ou une mauvaise ergonomie de son poste de travail, un mauvais positionnement, il va faire des gestes inutiles qui vont apporter aucune valeur sur le produit, donc pour le client. Le 7, ça va être les défauts. Donc, c'est tout ce qui est erreur, rebut. Par exemple, tout à l'heure, il vous a parlé du robot où la personne, après, elle va aller enlever un graton de soudure. Ça nécessite une retouche ou un contrôle supplémentaire. Ça apporte aucune valeur au client. C'est qu'il y a un problème dans le procédé, mais ce défaut-là, c'est un gaspillage. L'objectif étant de faire bon du premier coup. Et le huitième gaspillage qu'on rajoute, c'est les compétences. Donc, ça va être le manque de formation du personnel ou des personnes surformées pour un poste ou mal adaptées ou une motivation qui est trop faible. Voilà, je le répète, Denis vient de le dire, mais on aura certainement beaucoup à gagner en travaillant sur ces 8 gaspillages avant peut-être d'investir dans des nouveaux moyens de production. On a vraiment gros à gagner de travailler sur tous ces gaspillages. Et ce qui est important, c'est d'aller sur le terrain. Donc là, on retourne à notre base, à nos fondamentaux, de faire des routines managériales, d'aller voir ce qui se passe sur le terrain pour voir les problèmes et les gaspillages. Voilà. Oui. Pour enchaîner effectivement sur les gaspillages dont tu viens de parler, Geneviève, effectivement, si on considère notre chaîne de valeur, on a une succession on a des petits logos, effectivement, il y a des modes de représentation qui permettent de caractériser une chaîne de valeur. Ce qui est intéressant, c'est la partie ovale en vert, donc toutes les opérations à valeur ajoutée. Si on était capable, dans la vraie vie, on sait qu'il y a du transfert, il y a des attentes, il y a du contrôle, il y a du stockage. Si globalement, on était capable de concentrer, d'avoir un stock de matière, de transformer tout ce qu'on a à transformer quasiment en un claquement de doigts, de transférer les pièces et puis d'expédier. Voilà, c'est globalement entre la première ligne et la troisième, il y a eu un certain nombre d'efforts et d'organisations qui ont été menées donc dans les ateliers pour arriver vers ces deux situations. En fait, ça repose sur une stratégie qui consiste à dire ça peut être intéressant d'accélérer les flux. Enfin, on a comme stratégie d'accélérer les flux pour réduire les gaspillages. Et faisant ça, ça veut dire que
on est dans des problèmes de tuyauterie. Quels sont les gros cailloux qui empêchent le flux de produits de fonctionner ou de traverser une fois les ateliers de production correctement? On va identifier ces cailloux et les gommer le plus possible. Et puis, deuxièmement, en termes de stratégie, c'est peut-être de dire je vais essayer d'améliorer la maîtrise et la réactivité de l'organisation parce que si je veux que mon flux s'écoule très rapidement, encore une fois, on a un temps de traversée. Hein, c'est un indicateur donc, qui est mesuré en jours, en semaines, en mois. Quand on compare cet indicateur lead time par rapport à la somme des temps à valeur ajoutée sur chacune des activités, on est toujours assez effaré de l'écart, de l'énorme écart qu'il peut y avoir. Et donc, alors, peu importe le résultat, hein, que ce soit, tout dépend comment on formule la chose. Somme des temps à valeur ajoutée globalement sur le lead time, c'est des choses qui peuvent être très petites. Maintenant, pourquoi c'est très petit? On est capable de le faire sur une pièce, d'avoir un temps de traversée très court si on passe en priorité une pièce et puis si on la fait traverser les différents postes au plus rapide. Maintenant, quand on commence à jouer avec un mix produit, avec des gammes opératoires qui sont très différentes les unes des autres, voilà. Donc, il y a peut-être déjà en amont une stratégie pour segmenter ou séparer un peu les choses. Enfin, bref, il y a des choses à faire côté flux. Mais en même temps, de se dire, j'ai aussi une organisation à mettre en place au niveau des fonctions support et au niveau du management intermédiaire pour avoir une bonne maîtrise de la réactivité en fonction des aléas qui peuvent survenir. Que ce soit des pannes de machines, que ce soit des ruptures d'ADAPRO, enfin, tout aléa qui surviennent dans les ateliers en permanence. Pour la structuration, je te laisse la main, Geneviève. Oui, ok. La structuration de la démarche Lean, donc qui correspond aussi à la maison Toyota. Donc ça, les démarches Lean, les démarches de progrès qu'on met en place. Donc en général, il faut au moins 1 à 3 ans. On parle de 3 ans pour créer son système de production propre à son entreprise. Alors, dans un premier temps, on va préparer comment nous, en tout cas, on fait. On va faire une phase de préparation que vous voyez en haut. C'est à travers une évaluation de la maturité de l'entreprise sur les flux, le management, la culture d'amélioration continue, la culture Kaizen. Voilà, avoir un état initial pour savoir où est-ce qu'on veut aller. Donc, c'est déjà une première photographie. Ensuite, ce qui est très important, c'est d'identifier un leader lean, quelqu'un qui va piloter, mais aussi qu'il ne soit pas seul, donc à la fois qu'il y ait l'implication de la direction et aussi de lui mettre un copilote. Par exemple, quand on aura une routine managériale, s'il est absent, s'il est en congé, s'il a une réunion, qu'il y ait quelqu'un qui puisse être son suppléant et être là pour le remplacer, sans quoi la démarche risque de tomber. Dans la seconde étape, on va former. Donc on va former le codir, le leader, le copilote au TPS, au Lean, aux différents outils, voilà, à tout ce qu'on vous a montré. Donc, cette démarche-là, pourquoi et comment on utilise les outils, pour quels problèmes on les utilise. Ensuite, on va faire un focus. C'est là qu'on va construire notre feuille de route. Donc, on va faire une visite du terrain, on va identifier. Là, on va faire une cartographie du flux de valeur, ce qu'on vous a montré tout à l'heure, une VSM, la VSM actuelle. Et on va créer une feuille de route à 3 qui va nous permettre de décrire l'ambition de l'entreprise, les problèmes, le plan d'action avec les acteurs, les indicateurs. Et on va mettre des objectifs ensemble avec une VSM future, dire où est-ce qu'on veut aller, où sont nos gaspillages, quels sont nos problèmes, qu'est-ce qu'on veut résoudre, quels sont nos objectifs. Et après, la dernière partie, ça va être comment on décline ce plan d'action en plusieurs chantiers de progrès et d'accompagnement avec qui sont pilotés. Donc, on va faire des différents chantiers d'amélioration et puis de temps en temps des chantiers un peu plus importants qu'on appelle de rupture. Et ce qui est important, c'est de faire attention à ne pas essouffler la démarche, de poursuivre, voilà, faire en sorte que l'entreprise, la culture de l'amélioration continue,
elles viennent au fur et à mesure. Complètement. Le petit point au niveau de la mise en place de ces chantiers de progrès se fait de manière très progressive, en veillant là aussi à apporter un certain niveau d'autonomie dans la manière de traiter complètement le chantier de progrès avec les personnes en place. Hein, c'est là où, au départ, on est peut-être assez présent sur l'accompagnement du premier chantier de progrès, et progressivement, on opère un biseau, un transfert de compétences et de responsabilités qui fait que assez rapidement, les équipes internes prennent le relais et déroulent, sont en capacité, ont l'autonomie suffisante pour dérouler en fait les nouveaux chantiers de progrès au fur et à mesure. Ok, pour cette voilà, globalement une structuration d'une démarche qui s'étale encore une fois, comme le disait Geneviève tout à l'heure, raisonnablement entre 1 et 3 ans. Alors, bien évidemment, elle se poursuit au-delà des 3 ans. Hein. Quand on a entamé ce genre de démarche, l'idée, c'est de ne jamais lâcher le bâton, le relais, et de passer relais à d'autres services, ou d'élargir les chantiers. Ce que l'on vous propose pour terminer notre propos sur le Lean, cette présentation en fait de l'excellence opérationnelle au travers de la démarche Lean, c'est de lister un certain nombre de conditions de réussite et de points de vidange qui, de notre point de vue, sont assez importants. Alors, c'est une forme de liste, c'est une petite liste à la Prévert, mais là-dedans, en fait, il y a un premier point, c'est aussi issu de notre expérience et de choses qui ont pu nous marquer donc, tout au long des années. Avant de s'engager dans une démarche, l'idée, c'est d'être clair d'avoir pour l'entreprise, au moins à minima, formaliser et communiquer une stratégie de développement. On est capable, sans ça, d'accompagner une entreprise pour l'amener dans le mur, très, très clairement. Donc, si on est clair sur la stratégie de développement, derrière, ça donne du sens, encore une fois, encore beaucoup plus de sens sur les actions à engager. Définir une structure de management, c'est-à-dire que, là, Geneviève l'a bien écrit juste avant, on s'est aperçu qu'avoir un leader lean, alors on peut l'appeler leader, pilote, c'est bien, lui adjoindre un copilote, c'est encore mieux, parce que ce leader lean a forcément l'écoute de la direction. Il se trouve à un moment donné en interface d'un côté comité de direction, de l'autre côté les équipes terrain, et parfois il peut y avoir un peu de tension, un peu de doute. Quand on est à deux, donc pilote et copilote, les choses peuvent passer un peu mieux. Disons qu'il y a réflexion et des moyens d'action qui sont un petit peu différents. S'engager dans un projet, si on a les compétences en interne, c'est toujours plus facile. Et les duolines, donc il y a du temps. Ça représente du temps pour le pilote, donc le leader ou le pilote, et le copilote. Il y a un pourcentage de temps qui est indéniable au départ. Avoir des gens, démarrer une démarche avec des gens qui ont une expérience, qui peut être dans une autre vie ont vécu la mise en place de chantiers de progrès ou ont déroulé des démarches, c'est un vrai plus. Définir le vrai définir le vrai problème et l'objectif par rapport à ce problème avant de dérouler l'outil. Je l'avais précisé dès le départ. C'est un point aussi essentiel. L'outil voilà, est au service d'un objectif. Des choses qui sont plus difficiles à mener. Dans ces démarches-là, on évite sur des problématiques terrain et du coup, la direction peut être moteur dès le départ et par contre peut s'éloigner assez rapidement de ces problématiques qui finalement sont assez terrain. C'est très intéressant d'avoir un dirigeant qui anime des chantiers lignes sur le terrain ou qui va challenger les équipes, qui va faire sa tournée terrain, un game bar avec les équipes et poser des questions, montrer un intérêt. Là, on a vu aussi des choses se passer de manière très intéressante au niveau des ateliers quand le dirigeant animait ces chantiers. Des managers qui forment leurs collaborateurs, il y a encore du travail à faire. C'est pas vraiment dans la culture. On a souvent des services supports qui effectuent ce travail-là.
bon, les fonctions support, que ce soit qualité, méthode ou autre logistique, peuvent apporter leur contribution, peuvent aider à former les managers. Par contre, les managers ont un travail de diffusion d'informations. La mise en place d'une culture lean, alors on parle souvent de la culture du changement, on parle souvent de la conduite du changement. On sait qu'effectivement, il y a certaines habitudes qui vont être cassées, qui vont être remplacées par d'autres. La culture du changement, ça passe aussi par la culture des standards. Et pour mieux caractériser en fait la culture des standards ou de l'amélioration continue, il y a un indicateur qui est assez emblématique et qui est relativement simple. On peut faire tout un tas de chantiers de progrès. Par contre, on peut relever tout un tas de gaspillages, tout un tas de problèmes. L'indicateur qui consiste à dire j'ai identifié un certain nombre de problèmes et puis je les ai surtout résolus. Alors après, ça peut être aussi, on peut jouer sur la durée de résolution de ces problèmes-là. Voilà, ça donne du crédit. C'est des lignes que l'on barre sur une checklist. Des problèmes, il y en a tous les jours. Donc, c'est pas un travail que l'on réserve uniquement le vendredi à partir de 11h, juste après le coup de balai. Dans les ateliers, c'est voilà, l'élimination de tous les gaspillages est quelque chose de très intéressant. Donc, quand on le fait de manière continue et répétée. On l'avait précisé au départ, stabiliser les processus. Donc, l'instabilité d'un processus avec les 4M, ça sert de point de repère. Donc, stabiliser les processus avant de les améliorer, c'est complètement essentiel. On ne va pas forcément se réjouir chaque fois qu'on a un problème, mais tout problème peut être vu comme une opportunité d'amélioration. Et c'est là d'ailleurs où on voit l'évolution en termes de culture au niveau de l'entreprise. Soit on est effondré parce qu'on croule sous les problèmes, on n'est pas en capacité à les résoudre parce qu'on considère être seul, ou parce que même les équipes support sont complètement débordées. Donc, ça, c'est aussi un des marqueurs qui montre qu'il y a une certaine évolution de maturité au sein des équipes. Ne pas forcément chercher à faire le meilleur du premier coup, à faire bon du premier coup, ok, mais à faire le meilleur, c'est très ambitieux. On dit souvent, bon, si j'atteins 60% de l'objectif tout de suite, ben, c'est beaucoup mieux qu'un 100% que j'atteindrai peut-être jamais. Donc, être ambitieux, oui, de manière mesurée. Et puis sur tous ces chantiers de progrès qui sont engagés, on arrive à un résultat à un moment donné. Et donc, c'est intéressant de pouvoir célébrer ce résultat avec l'équipe qui commente la méthodologie employée. Et c'est de cette manière-là aussi, on voit cette diffusion à la fois des résultats et les cohésions d'équipe prennent corps par le fait de mener ces différents chantiers, d'obtenir des résultats très intéressants qui peuvent donner envie aux voisins, aux équipes d'à côté, aux ateliers d'à côté de faire de la même chose ou de faire sur un sujet, de dérouler la même méthode sur un sujet peut-être un peu différent. Et puis, on parle beaucoup d'ateliers ici, mais on sait aussi que les processus, il y a bien évidemment des processus administratifs et qu'il y a beaucoup à faire aussi sur l'ensemble des fonctions support. Voilà. Et avec tout ça, ben voilà. Alors, on prétend pas avoir été complètement exhaustif sur les conditions de réussite et les points de vigilance, mais voilà ce qui, de notre point de vue, sont les éléments clés. Et puis, on pourrait terminer en synthèse, sur une petite maxime que je vous laisse méditer concernant le Lean, qui consiste à faire mieux avec autant et surtout pas faire autant avec moins. On va éviter de scier la branche sur laquelle on est assis. Donc, faire mieux avec autant, sous-entendu autant de ressources, autant de compétences, autant de talents en interne. Parce qu'on était capable d'identifier encore une fois les gaspillages et qu'on s'est recentré sur les notions de valeur ajoutée. Voilà. Merci Monsieur Maté, merci Madame Reynaud-Clayet pour cette excellente présentation. Tout de suite, nous allons passer aux questions-réponses. N'hésitez pas à nous soumettre toutes vos questions depuis votre panneau de contrôle. Nous tenterons d'y répondre. Première question, pardon, quel pourcentage de temps le pilote Lean doit-il réserver pour mener une démarche Lean?
Geneviève, est-ce que tu veux répondre à la question ou... Alors, je vais répondre. Tu compléteras. Ouais. Il libère à peu près 25% de son temps en moyenne. Alors, forcément, avec des phases plus ou moins importantes, mais on va dire 25% de son temps. Voilà. Ouais, Peut-être c'est avec ça. un gros la première année et un peu moins après, une fois qu'aussi il y a d'autres personnes qui ont repris un peu le relais. Ouais, c'est ça. Si on avait une cote mal taillée, effectivement, c'est autour de 25%, oui, effectivement. Alors avec des pics qui peuvent monter dans certains cas même jusqu'à 50% dans des points durs sur des mises en place de certains chantiers. Mais globalement, un quart du temps, c'est ce que l'on observe en fait dans les différents milieux là. Okay. Très bien, merci. Question suivante. Quelles sont les raisons qui font qu'une démarche Lean s'essouffle? Il y a plusieurs raisons. Geneviève, je te laisse démarrer. Je vais rebondir sur ce qu'on a déjà dit, qui est peut-être, alors, de faire les choses dans le bon ordre. Donc, si on commence par exemple par tirer les flux alors qu'on n'a rien de stable, ben, il n'y a pas de sens à ça. Donc, voilà. Et puis, il y a tout ce qui est rigueur. On parle de routine managériale. Ben, si au début, on ne s'applique pas à y aller, à être là, etc., et à mettre ça en place comme un rituel, voilà. Et puis, si le pilote, il est tout seul, ben voilà, comme je disais, s'il est absent ou qu'il n'y ait personne pour l'épauler, la démarche, elle risque de s'essouffler. Donc, on va dire, il ne faut pas qu'il soit tout seul, il faut aussi qu'il soit, voilà, qu'il ait un copilote et puis que les dirigeants, ils soient impliqués dans cette démarche-là. Oui, c'est ça. En complément par rapport à ça, effectivement, on observe, je l'avais précisé tout à l'heure, certains dirigeants effectivement très moteurs au départ, et puis au fil du temps, surtout quand la démarche passe, une fois quand on a passé le cap des 6 premiers mois ou de la première année, on voit des dirigeants finalement se dire bon, finalement ça semble être sur de bons rails, je laisse les équipes avancer, et finalement se désintéresser. Donc on parle de dirigeants, mais on parle aussi de son premier cercle. Enfin, il y a des comités de pilotage autour du sujet qui se mettent en place. S'il y a un désintérêt pour ces personnes qui animent le comité de pilotage du projet ou de la démarche Lean, ça va se ressentir, ça va vite se ressentir sur le terrain, et du coup, la crédibilité de la démarche va en prendre un coup. Ça risque de s'étioler assez rapidement. La rigueur est vraiment essentielle. Il y a des points durs sur lesquels pilote et copilote doivent être très, très présents. On est sur il y a des routines, on parle de rituels de management, c'est-à-dire qu'il y a des routines, il y a des choses il y a un cadre qui paraît fermé sur certains aspects. Un standard, effectivement, c'est une bonne pratique qui a été définie en groupe, donc chacun a admis ce truc-là. Alors après, un standard pour réaliser l'assemblage de certains sous-ensembles, tous n'ont pas la même dextérité, mais peu importe, à un moment donné, il y a un standard qui a été défini, on peut l'améliorer. Pour certains, ça peut être vécu comme c'est un changement d'habitude par rapport à ce qu'ils faisaient et une certaine difficulté donc à rentrer dans ce standard-là. Donc, voilà, si la rigueur n'est pas là ou si l'adoption du standard n'est pas faite par la majorité du groupe concerné, effectivement, ça va être compliqué. Enfin, on aura du mal à faire perdurer ou à démultiplier ce genre d'action sur d'autres sujets, sur d'autres secteurs. Merci, monsieur. Question suivante. Dans le cas pratique, dans quelle mesure estimez-vous que l'investissement de nouveaux bâtiments et nouvelles machines a-t-il contribué à la bonne conduite du changement? Dans l'exemple justement concernant les résines, le fabricant là, de résine époxy, hein, c'est ça. Disons que
il y avait un tel volume. La direction, moi je suis arrivé, le choix avait été fait d'agrandir les bâtiments parce qu'il y avait une augmentation, en fait, il y avait une croissance de l'activité de l'ordre de 30%. C'est essentiel. Enfin, il n'y aurait pas eu l'agrandissement du bâtiment. De toute façon, ils ne pouvaient pas faire dans les locaux tels qu'ils étaient. Ils n'auraient pas pu. On n'aurait pas pu. Enfin, ils n'auraient pas pu aller vers accepter cette croissance d'activité. C'était trop exigu. Il n'y avait pas suffisamment d'équipement de production. Au niveau du conditionnement, on était vraiment à l'étroit. Tout simplement, le développement du chiffre d'affaires n'aurait pas pu se faire avec des chiffres tels que cela. Question Je suivante. ne sais pas si j'ai répondu. Hein. D'accord. Question suivante. En quoi la démarche Lean peut-elle aider dans le cadre de la reprise d'activité, sortie de confinement? Oui, bonne question, effectivement. C'est une grande interrogation, effectivement, aujourd'hui dans le milieu industriel. On voit que les standards risquent d'être mis à mal. Enfin, on pressent demain, au sortir du confinement, que les chaînes logistiques vont être malmenées, vont être chahutées. Les sources d'approvisionnement, je pense à des clients qui ont des sources d'approvisionnement du côté de la Chine, du côté de l'Italie, du côté de l'Espagne. Est-ce qu'on pourra avoir la matière demain? On va se retrouver dans l'exemple des 4M dont on parlait tout à l'heure, donc l'instabilité. On va être obligé de remesurer l'instabilité au niveau de nos processus et de trouver des solutions pour se dire, bah, tiens, en source d'approvisionnement concernant mes matières, voyons voir ce que je peux faire sur des distances plus courtes. Sur des pays qui sont peut-être un peu différents que ceux que je sollicite aujourd'hui. Il y a peut-être un niveau de réactivité. On va être certainement dans un niveau d'incertitude assez fort. Il va falloir qu'on pilote nos chaînes de valeur, encore une fois, avec des nouveaux indicateurs, avec peut-être des indicateurs avec des fréquences de rafraîchissement quotidiennes plutôt qu'hebdomadaires. Il y a plein de choses qui vont être percutées. Et je pense que les principes du Lean, enfin, on peut revisiter les 5 principes qu'on a présentés tout à l'heure. La maison du Lean avec, encore une fois, les fondamentaux. Ça va nous obliger à retravailler, en fait, les fondations de notre système de production interne. Et en ce sens-là, encore une fois, de rebalayer les fondamentaux du Lean permettra de redémarrer avec un regard différent sur notre chaîne de valeur. Il me semble. Après, Geneviève, tu as J'ai certainement juste envie de des rajouter, points. tu as parlé de mesures et d'indicateurs. Justement, dans la stabilité, on va beaucoup travailler sur la mesure, sur la performance, de savoir vraiment ce qu'on produit. Et je veux dire, après, avec la reprise d'activité, les entreprises, elles vont avoir besoin justement de savoir oui ou non, est-ce qu'elles sont performantes, est-ce qu'elles gagnent de l'argent. Donc, toute la mise en place de ces indicateurs directement en production, elle va être très importante pour savoir au quotidien si oui ou non on est performant ou on ne l'est pas. Merci. D'accord. Question suivante. La démarche appliquée au service, est-ce plus facile à mettre en place avec des organisations horizontales? Est-ce plus facile? Avec des organisations horizontales, c'est une bonne question là-dessus. J'ai moins d'expérience sur la partie Lean Service. Donc, organisation horizontale, c'est-à-dire qu'il y a un peu moins de cloisonnement au niveau de cette organisation. On est plus en formule râteau que pyramidale, si c'est ça. Oui, il va y avoir moins d'échanges de flux d'informations, moins de croisements en théorie. Donc, en théorie, c'est plus facile. En théorie, si on prend les différents, on a montré les rituels justement. Je fais un aparté par rapport aux rituels de management et
à la cascade des rituels qui se font suivant les différents niveaux hiérarchiques. C'est effectivement, on est plus dans une organisation horizontale. À la limite, les rituels vont se faire, il y en aura un peu moins, ça sera encore un peu plus direct. On va passer du terrain à la direction très rapidement. Et du coup, les échanges de l'information se feront encore un peu plus rapidement. Oui, temps de traitement certainement plus court. Merci pour cette réponse. Question suivante. Est-ce que la distanciation devrait avoir un impact sur les flux par rapport aux nouvelles règles de vie et d'hygiène? J'ai eu des informations récemment de clients que j'accompagne actuellement qui ont une activité très manuelle autour de l'assemblage de pièces, donc qui disposent de tables et qui ont espacé, qui ont considéré qu'il fallait 1 mètre, 1,50 m par exemple, entre deux personnes qui font l'assemblage. Donc, on rallonge, quelque part, on va un peu à l'envers ou à l'inverse de ce qu'on prône habituellement, c'est-à-dire qu'on essaie de raccourcir les distances. Mon petit schéma où il y avait le flux pièce à pièce avec 3 personnes qui sont côte à côte, là, forcément, on dégrade un peu la performance, c'est-à-dire que pour passer un produit d'une zone à une autre, est-ce que mon petit convoyeur, est-ce qu'il va falloir que j'installe un petit convoyeur à rouleau? Est-ce que je mets des produits sur un chariot et ce chariot, je le pousse? C'est clair que quelque part, on dégrade un peu la performance en termes de flux. Là. Je sais pas si, encore une fois, je sais pas si est-ce que ça répond à la question? Je pense. Nous allons attendre encore peut-être 1 minute, voir si le public souhaite encore poser quelques questions à Monsieur Maté et Madame Reynaud-Clayet. Alors, on va prendre une dernière question. Est-ce que cette démarche s'applique aussi aux sociétés de services? Mais je crois que cette question a déjà été posée. La réponse est oui, bien sûr. En fait, là, on a beaucoup parlé de flux logistique, transport, etc. Mais justement, les services, ça va être caché. Donc, tous les flux d'informations, on a parlé d'aller-retour de papier administratif, etc. Là, on va parler de ligne service, mais en effet, ça s'applique aussi à tout ce qui est service. D'autant plus. D'autant plus, ouais, effectivement, les fondamentaux restent les mêmes. La nature des gaspillages est un tout petit peu différente, comme l'a précisé Geneviève, mais globalement, tous les principes sont transposables. Par exemple, les temps d'attente, je ne sais plus ce que j'ai dit, les temps d'attente d'un rendez-vous à un autre. Alors, ça peut être pour un service, mais ça peut être aussi, on se connecte sur un ordinateur, on va attendre tant de temps, ou pour aller chercher un dossier, combien de temps on met, voilà. C'est des gaspillages qui vont être un peu différents de ce qu'on a, mais les principes restent les mêmes, oui. Merci à vous pour toutes ces réponses. Je crois qu'il est temps de conclure. C'est la fin de votre webinaire. Excellence opérationnelle, changez vos pratiques et optimisez vos flux. Merci à nos intervenants, Madame Geneviève Reynaud-Clayet et Monsieur Denis Maté. Merci à notre partenaire, le CETIM. Vous retrouverez le replay de cette présentation d'ici quelques jours sur notre site. Les éditions techniques de l'ingénieur sont ravis d'être le partenaire de la réussite de vos projets industriels et scientifiques. Merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et à bientôt pour un nouveau webinaire. Merci à tous.